Donc on va commencer cette session donc, sur de communication sur les urgences. Alors le professeur Boubaker qui devait modérer cette session est pas là, donc voilà. Avec le docteur Thierry Beige, on va essayer de le remplacer. Alors on va commencer par une présentation qui a été enregistrée puisque l'orateur n'a pas pu se déplacer du fait du contexte sanitaire. Donc la première communication, c'était le traitement prothétique en urgence des hernies abdominales étranglées à propos de 73 cas. Après, on discutera entre nous s'il y a des questions. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc, je vais vous parler des résultats du traitement prothétique en urgence des hernies abdominales étranglées. Tout d'abord, il faut savoir que l'étranglement herniaire, qu'il s'agit de l'hernie de la paroi abdominale antérieure ou de l'hernie de l'aine, représente de véritables urgences chirurgicales et leur prise en charge doit se faire sans délai. Elle doit répondre à deux objectifs. Traiter le contenu du sac herniaire, évidemment en s'assurant de la viabilité intestinale, et la réfection intestinale qui est un temps très important. Cette réfection intestinale doit répondre à quoi? On doit avoir un faible taux de complications, moins de récurrence et surtout une courte période de convalescence. Alors, la prise en charge chirurgicale de ces hernies étranglées se fait essentiellement par herniographie. Malheureusement, ces herniographies sont greffées d'un taux de récidive important et de réintervention. C'est pour cela qu'on se pose la question, quelle est la place des hernioplasties dans la prise en charge en urgence de ces hernies et qu'en est-il de la résection grélique, tout en sachant que plusieurs études ont démontré que la mise en place de prothèses en urgence est greffée d'un risque élevé d'infection. Alors, l'objectif de cette communication, c'est de rapporter les résultats du traitement prothétique des hernies étranglées traitées en urgence et de déterminer sa faisabilité, ses risques et ses bénéfices. Il s'agit d'un essai prospectif, observationnel, unicentrique, réalisé sur une période de 2 ans. On a pris en charge 88 patients pour hernie étranglée, que ce soit hernie de l'aine ou hernie de la paroi abdominale antérieure, où nous avons réalisé des hernioplasties. Alors, évidemment, il s'agit de tous les types de hernies, qu'elles soient inguinales, crurales, ombilicales, épigastriques, spigéliennes, lombaires ou incisionnelles, même en présence de signes de complications à type d'occlusion ou de nécrose grélique et de récidive. On a exclu les sujets jeunes, les hernies non étranglées, lorsqu'on avait une défaillance polyviscérale et lorsqu'on faisait des résections coliques en péropératoire. Les hernies les plus fréquentes, c'est essentiellement la hernie inguinale avec 44%. Ensuite, on a la hernie crurale. Et à la fin, on a toutes les hernies de la paroi antérieure de l'abdomen, que ce soit des hernies incisionnelles ou autres. Au total, on avait 88 hernies étranglées. Alors, la prise en charge initiale, elle se faisait en général dans un délai inférieur à 12 heures, avec un bon examen clinique à la recherche d'une tuméfaction douloureuse irréductible non impulsive à la toux, une radiographie, un ASP à la recherche de signes de complications. L'antibiothérapie périopératoire était systématique et on réalisait en général des anesthésies loco-régionales, surtout pour les hernies de l'aine, et des anesthésies générales pour les hernies de la paroi antérieure. Quel type de procédé? Donc, pour les hernies inguinales, on a réalisé essentiellement le procédé de Liechtenstein, alors que pour le hernie crurale, les procédés de Rives et la prothèse en rétromusculaire pré-aponévrotique pour toutes les hernies ombilicales ou les hernies de la ligne blanche. Alors, comment on a essayé d'évaluer ce type de réflexion? En appréciant essentiellement l'infection du matériel prothétique et le sepsis de paroi, et secondairement le temps opératoire, le séjour hospitalier, la mortalité et la récidive. Donc, il s'agit d'une étude qui a pris en charge 88 patients avec un sexe ratio de 1,37 pour l'homme et une moyenne d'âge de 58 ans avec des extrêmes allant de 18 à 98 ans. On a réalisé 39 procédés de Liechtenstein, 21 procédés de Rives et 28 prothèses rétromusculaires. Alors, il y a eu 4 résections gréliques comme geste associé avec anastomose, grélogrélique terminolatéral immédiate. Alors, les résultats, la morbidité était à peu près de 19%. Il s'agit essentiellement de sepsis de paroi
et d'hématomes. Malheureusement, on déplore un décès. Il s'agit d'un patient âgé de 89 ans, polytaré. Le temps opératoire oscille entre 65 et 170 minutes. Ça dépendait essentiellement du type de la hernie. Évidemment, quand c'était les hernies de laine, le temps opératoire était moindre. Et la récidive à 2 ans. Alors, il faut savoir que pour 42 patients, elle était de 0% à 2 ans, alors que pour les 46 patients restants, elle est de 0%, mais le délai n'étant pas atteint, donc on ne pouvait pas conclure. Alors, pour les types de complications, il s'agissait essentiellement d'infections de la paroi, au nombre de 12 à raison de 13%, et d'hématomes à raison de 5%. Alors, on note qu'il n'y a eu aucune infection de la prothèse. Alors, pour les infections de la paroi et des hématomes, l'évolution est en général favorable sous traitement antibiotique. Alors, pour les patients où on a eu une résection grélique, ils étaient au nombre de 4, donc on a réalisé une anastomose grélo-grélique termino-terminale avec une hernioplastie. Il s'agissait de 3 hernies inguinales et d'une hernie incisionnelle. On a eu comme complication un sepsis paroi et un hématome scrotal qui ont répondu favorable sous traitement, et on note qu'on n'a eu aucune fistule digestive. Plusieurs études ont essayé de voir si l'utilisation du matériel prothétique en urgence pour les hernies étranglées a été bénéfique. C'est ce qui a été démontré par cette revue systémique qui a reporté plusieurs travaux. Ils ont démontré que avec ou sans résection intestinale, les sepsis pariétaux étaient à peu près de 3,7%, le sérum était à peu près de 2,8%, l'infection prothétique était relativement nulle, les récidives aussi n'étaient pas très importantes. Alors, on devait poser la question, y avait-il une relation entre l'infection de la paroi et la résection grélique? Alors, la réponse a été donnée par cette étude prospective publiée en 2015, prenant en charge 234 patients traités pour hernie. On a retrouvé que 78% des patients ayant des infections superficielles du site opératoire étaient observés essentiellement pour les patients qui n'avaient pas de résection. Alors, en ce qui concerne les récidives, alors évidemment, sans étranglement, le débat était clos, donc c'était en faveur des hernies, des réparations prothétiques. De même pour les hernies étranglées, donc c'est ce qui a été démontré par cette étude prospective, prenant en charge 122 patients, 56 sutures simples et 66 avec réparation prothétique. Ça a été démontré que le taux de récidive était beaucoup plus important lorsqu'on faisait des sutures simples. Il était de 5,7% avec un P très significatif. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? L'utilisation du matériel prothétique dans la prise en charge des hernies étranglées en urgence était sûre et facile à réaliser. Il n'était pas associé à des problèmes systémiques majeurs ni à des complications de la prothèse, essentiellement l'infection. Alors, la résection intestinale avec rétablissement immédiat n'augmente pas les complications et ne contre-indique pas la mise en place de prothèses. Mais d'autres études multicentriques rigoureuses doivent être faites pour confirmer la faisabilité de ce traitement prothétique sans majoration de la morbidité. Je vous remercie. Bon, on va remercier le docteur Sidi Driss. Alors évidemment, puisqu'il n'est pas là, ça va être compliqué de commenter. On est quand même impressionné de cette série relativement importante en peu de temps et de ses bons résultats. Est-ce qu'il y a juste un petit commentaire rapide que vous voulez faire, ou on peut passer Est-ce que toi, parce que tu as plus l'habitude que moi, est-ce que ça t'est arrivé de mettre des prothèses dans des contextes d'urgence? Et si oui, pourquoi? Est-ce que justement parce que tu ne pouvais pas faire autrement et que là, on n'a pas de solution, et que le message, c'est peut-être de dire, voilà, quand on ne peut pas vraiment faire autrement, il ne faut pas qu'on occulte cette possibilité d'utiliser les prothèses. Mais si on peut faire autrement, voilà, c'est pas. Donc, quelle est votre expérience, vous, sur moi, on est quand même assez impressionné d'abord du nombre de patients qu'ils ont eu et puis de leurs bons résultats. Après, c'est vrai qu'on ne sait pas dans quel cas ils en ont pas mis, et est-ce qu'il y a quand même un bon petit biais de sélection, combien ça représente de leur hernie étranglée. Et je pense que tout chirurgien est relativement serein au moment où il opère quand il ne met pas de prothèse. Mais finalement, on sait que
voilà, les taux de complications sont relativement faibles et que finalement, c'est assez sécurisant de mettre une prothèse. Et donc, on va dire, voilà, s'il y a un petit épanchement pas trop sale et chez un patient pas trop débilité, on n'a pas trop de problème à mettre une prothèse, surtout dans les réparations inguinales où il y a quand même beaucoup moins de complications que pour les réparations prothétiques. Je pense qu'ils ont la sagesse de mettre des prothèses rétromusculaires dans les réparations ventrales plutôt qu'intrapéritonéales qui va être associé quand même à un plus grand risque d'infection. Alors, je ne sais pas si la salle a un autre commentaire. Infection de plaque, vous avez eu ou pas sur Ah ouais, malheureusement. Parce que l'infection de plaque, c'est dramatique. Enfin, c'est dramatique. Ça, c'est sûr. Hein, mais gros souci. L'autre chose qu'on peut dire, c'est qu'ils ont ce qu'ils appellent des infections superficielles. En fait, je pense que le dépistage très précoce d'un sepsis, une imagerie profonde rapide, un diagnostic bactériologique rapide, une antibiothérapie rapide, c'est aussi finalement la clé de la bonne gestion d'une infection de prothèse. Donc, il faut éviter d'en avoir une et donc d'avoir une sélection peut-être des patients, mettre de côté les patients les plus graves, enfin ceux qui sont le plus à risque d'infection. Et après, le suivi, on va dire, plus rapproché d'un patient à qui on met une prothèse est aussi la condition de la bonne durabilité et d'éviter de rentrer dans cette spirale dure de la complication. Ok, bon, s'il n'y a pas de questions dans la salle, on va avancer. Et on passe à Camélia Labiade pour la prise en charge du cancer colique en gauche en occlusion. Bonjour à tous, donc je m'appelle Camélia Labiade, je suis interne en chirurgie et je vais vous présenter les résultats d'une étude multicentrique de l'AFC où on s'est intéressé à la prise en charge du cancer de l'angle colique gauche en occlusion. Donc, le cancer colorectal en France, c'est 45 000 nouveaux cas par an selon l'Institut national du cancer. Et parmi ces cancers, 3%, soit 1300 patients par an, concernent l'angle gauche. Cancer de l'angle gauche, c'est un cancer de moins bon pronostic. Là, en vert, c'est la courbe de survie des cancers de l'angle gauche et en bleu, celle des autres localisations coliques. Et c'est aussi un cancer qui est plus souvent diagnostiqué au stade d'occlusion. Il n'y a aucune donnée dans la littérature concernant la prise en charge du cancer de l'angle gauche en occlusion. Tout ce qu'on a, c'est la conférence de consensus de 1998 qui garde comme méthode de référence la colostomie première pour dérivation dans les cancers du côlon gauche en occlusion. Dans cette situation, les différentes options chirurgicales qui peuvent se discuter sont donc la colectomie angulaire gauche, la colectomie subtotale, l'hémicolectomie gauche et la stomie de proche amont, qui peut être transverse gauche, transverse droite ou au niveau de l'iléon terminal avant une deuxième chirurgie de résection du primitif. L'objectif de notre étude était donc de rapporter les résultats post-opératoires, histologiques et oncologiques de la prise en charge chirurgicale des cancers de l'angle gauche en occlusion à l'échelle nationale. Pour ce faire, on a utilisé la base du rapport de l'AFC 2016, qui était une étude rétrospective multicentrique incluant 58 centres, avec entre 2000 et 2015, 2500 patients qui avaient un cancer du côlon en occlusion. Pour notre étude, on a inclus parmi ces patients les adénocarcinomes de l'angle gauche. Donc l'angle gauche, c'était entre le tiers gauche du côlon transverse jusqu'à la partie proximale du côlon descendant. Le cancer pouvait être soit localisé, soit métastatique. Il devait avoir été révélé par une occlusion et nécessiter une chirurgie en urgence. On avait exclu les patients qui avaient eu une prothèse colique, une complication de l'occlusion, ischémie, perforation péritonite qui pouvaient modifier la prise en charge et étaient également exclus les patients qui avaient eu une chirurgie de dérivation palliative. Notre critère de jugement principal, c'était la survie sans stomie à 1 an. Et comme critère de jugement secondaire, on avait gardé la mortalité post-opératoire, la morbidité post-opératoire, ainsi que les résultats oncologiques avec la survie globale et sans récidive à 3 ans. Pour les données démographiques, on avait 198 patients avec un cancer de l'angle gauche en occlusion, ce qui représentait 9% de l'effectif total de la base de tous les cancers en occlusion, majoritairement des hommes, 59%, avec une moyenne d'âge à 74 ans. Et pour les interventions réalisées, les deux interventions majoritaires, c'était la stomie de proche amont et la colectomie angulaire gauche, 39% chacune. Ensuite, la colectomie subtotale avec 17% et l'hémicolectomie gauche, 5% des interventions.
Les patients étaient globalement comparables pour leurs caractéristiques démographiques en ce qui concerne le sexe, l'âge, l'IMC, le score ASA ainsi que le nombre de comorbidités. On avait aussi noté l'hémodynamique qui pouvait être instable en préopératoire et peut-être modifier la prise en charge. Elle était comparable entre les groupes et 29% de métastases synchrones dans notre cohorte, un pourcentage qui était semblable entre les différents groupes. On a noté le pourcentage de stomie réalisé au cours du premier geste. Donc évidemment, dans le groupe stomie de proche amont, c'est 100% de stomie. Dans le groupe colectomie angulaire gauche, 40% de stomie, 31 patients, 25 avec une double colostomie et 6 qui avaient une anastomose colocolique protégée. Colectomie subtotale, 15% de stomie, une iléosigmoïdostomie et 4 anastomoses iléosigmoïdiennes protégées. Et enfin, dans le groupe hémicolectomie gauche, tous les patients ont eu une intervention de Hartmann. Les données de morbimortalité post-opératoire qui concernent la première hospitalisation. Première hospitalisation parce que dans le groupe de stomie de proche amont, sur les 77 patients, 34 avaient eu la résection de la tumeur primitive au cours de la même hospitalisation. Mortalité 6%, morbidité globale 49%, morbidité médicale 31%, des pourcentages qui sont similaires entre les groupes. De même pour le pourcentage de fistules anastomotiques en post-opératoire. Morbidité sévère avec un dindeau supérieur ou égal à 3, 14%, pas de différence significative. Finalement, la seule différence significative concernait la durée d'hospitalisation, avec une durée plus longue dans le groupe stomie de proche amont, avec une moyenne de 22 jours, qu'on avait mis sur le compte de, comme je vous le disais, à peu près 40% des patients de ce groupe-là qui avaient eu la résection de la tumeur primitive au cours de la même hospitalisation, ce qui pouvait l'allonger. En ce qui concerne les résultats histologiques, pas de différence significative entre les groupes pour les stades TNM et comme on peut s'y attendre, plus de ganglions et des marges plus grandes dans le groupe colectomie subtotale de façon significative. Les résultats oncologiques en intention de traiter, dans le groupe stomie de proche amont, 81% ont eu effectivement la résection secondaire de la tumeur primitive, 55% de tous les patients ont eu une chimiothérapie adjuvante, pourcentage similaire entre les groupes, et il n'y avait aucun groupe qui avait un délai allongé par rapport à un autre entre chirurgie et chimiothérapie. Pour les données de survie à 3 ans, survie globale à 68%, survie sans récidive à 55%, semblable entre les différents groupes. Notre critère de jugement principal, c'était donc la survie sans stomie à 1 an, avec pour l'hémicolectomie gauche, à 1 an, 62% de patients sans stomie, ce qui était significativement inférieur au pourcentage de stomie dans les autres groupes, à la survie sans stomie dans les autres groupes. Et à la fin du suivi, dans le groupe hémicolectomie gauche, 50% des patients étaient toujours en Hartmann, considérés définitifs. C'était significativement supérieur au pourcentage de stomie définitive dans les 3 autres groupes. Deux conclusions à cette étude. L'hémicolectomie gauche ne doit pas être réalisée devant un cancer de l'angle colique gauche en occlusion, compte tenu d'un taux élevé de stomie définitive qu'on a estimé à 50%. Et enfin, c'est une maladie avec un pronostic péjoratif, une survie globale à 3 ans à 68% et sans récidive à 55%. Est-ce que la stomie de proche amont pourrait permettre une chimiothérapie néoadjuvante qui pourrait améliorer ce pronostic? C'est le but de l'essai Concerto, un essai randomisé de phase 3 qui va débuter, qui comparera la colectomie versus la chimiothérapie néoadjuvante chez les patients qui ont un cancer du côlon en occlusion et qui ont eu d'abord une stomie. On remercie les 58 centres qui ont participé à cette étude et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Alors le problème des études de l'AFC, dont je fais partie, c'est qu'il manque toujours le choix de pourquoi est-ce que dans telle et telle situation on a fait telle et telle attitude. Parce qu'on peut avoir un patient avec un cancer en occlusion de l'angle colique gauche qui va avoir une stomie de proche amont parce qu'il est opéré à 2 h du matin par un jeune chirurgien qui ne va pas se lancer dans quelque chose de très complexe. Et la même présentation en journée par un chirurgien plus expérimenté va peut-être faire la résection. Donc voilà, c'est ça qui manque pour pouvoir un peu avancer. Mais déjà, on a des données, un bon message. Plutôt éviter de faire des colectomies gauche dans ce contexte-là. Vous l'avez soumis, ce travail, ou pas encore? C'est en cours. Okay. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pas de questions? Moi, je pose une petite question complémentaire. C'est qu'on voit finalement que les résultats sont le reflet de la littérature. C'est-à-dire qu'il n'y a pas
d'attitude de consensus. Et donc, en fait, il y a des cases, on va dire, multiples, et on n'arrive pas à trouver de lien, en tout cas rétrospectif, sur les choix. Est-ce que vous avez regardé un peu l'effet centre, c'est-à-dire un effet géographique ou un effet de structure universitaire, privée, publique, qui ferait, on va dire par habitude, par expérience, choisir une attitude plutôt qu'une autre, ou on a l'impression qu'au sein d'un même centre, finalement, chaque centre a le panel large des opportunités, des possibilités? À ma connaissance, on n'a pas étudié cette différence. Peut-être que Gilles, tu sais si... En fait, au sein de chaque centre, parce que le nombre de patients ne permettait pas, le nombre d'inclusions par centre ne pouvait pas vraiment... mais on a comparé hôpital universitaire versus non universitaire, et en fait, il n'y a pas de changement, c'est à peu près identique, les mêmes interventions sont faites. Après, le but de ce message, c'est que quand même, la stomie de proche amont, c'est quand même une étude très française. Et quand on voit les recommandations internationales, cancer du côlon gauche en occlusion, les recommandations internationales de la World Journal of Emergency Surgery, c'est qu'il faut faire des interventions de Hartmann. C'est ça qui est recommandé si on compare à la stomie de proche amont. Donc là, notre étude, elle va contre ce message. Il ne faut pas faire de Hartmann. On peut éventuellement discuter si c'est un sigmoïde ou quoi que ce soit, mais un encolie gauche, on sait qu'après le rétablissement, ça va être compliqué parce qu'il faut faire descendre le côlon transverse, et à ce moment-là, voilà, plutôt faire d'autres interventions. Et on voit que ce message est relativement pas trop mal passé dans les chirurgiens en pratique en France, puisque ce n'est pas l'opération majoritaire, hein, donc c'est plutôt une bonne chose. Et est-ce que vous avez regardé l'effet du jour ou du fait d'opérer le jour ou la nuit? Parce que ça peut changer aussi un peu. On ne se lance pas forcément dans la même chirurgie en nuit profonde, en week-end qu'en semaine. Ils n'ont pas les données, c'est pour ça. Ah, ok. D'accord. Et vous avez prévu de le présenter avec un bouclier dans un congrès de gastro-entérologues? Parce que, cancer du côlon gauche, encolie côlon gauche en occlusion, ils vont te dire, nous on leur met des prothèses, même si c'est compliqué dans l'angle, etc. Ça peut faire débat, quoi, hein, parce qu'ils vont dire, mais nous on y arrive toujours, etc. Voilà, moi je pense que le message de la colostomie, c'est très bien, quoi, hein, parce qu'il y a encore une dizaine d'années, faire une colostomie, on avait l'impression qu'on faisait quelque chose, complètement has-been, les prothèses, etc. Même dans cette situation-là. Ouais, c'est une zone où... Et après, à partir du rapport, on a quand même publié prothèse versus stomie, et on a bien montré qu'à partir des données du rapport, la prothèse fait moins bien en termes de survie globale. On a fait un score de proportion. Ah oui. Donc c'est quoi? C'est l'essorage ou c'est la complication post-opératoire, ou c'est l'essorage de la tumeur par le stent? On ne sait pas trop. C'est un peu les tout. L'essorage de la tumeur. J'ai pas vu non plus le caractère résection élargie à la rate, à l'estomac, au pancréas. On sait que c'est quand même plus fréquent avec les angles gauches, surtout en occlusion, qui sont des tumeurs un peu plus localement avancées. Est-ce que ça a influé aussi sur le type de résection, de choix de chirurgie, ou pas trop? Je ne l'ai pas mis là, mais on en avait parlé dans le papier. En tout cas, entre les différents groupes, il n'y avait pas de différence significative. Merci pour cette belle présentation en plus. Voilà. On passe à la communication suivante de Guillaume Mathis sur la chirurgie colorectale en urgence, mais cette fois-ci chez les octogénaires, avec les facteurs de surmortalité post-opératoire. Bonjour à toutes et à tous. Donc je m'appelle Guillaume Mathis, je suis interne de chirurgie à Strasbourg. Et je vais vous parler d'un travail réalisé par notre équipe qui concerne donc la chirurgie colorectale réalisée en urgence chez les octogénaires. On a essayé de déterminer certains facteurs de surmortalité post-opératoire intra-hospitalière principalement. Pour se replacer dans le contexte, sur les dernières décennies, on a remarqué une augmentation, importante de l'espérance de vie, avec une espérance de vie qui est estimée en France aujourd'hui à quasiment 80 ans pour les hommes et 85 ans pour les femmes. Ça se traduit dans les pays développés principalement par une augmentation en effectif des groupes de population de 80 ans et plus.
Ce groupe de patients, donc les octogénaires, peut représenter en chirurgie colorectale jusqu'à 25% du recrutement. Alors si en chirurgie programmée, on arrive à atteindre des taux de morbimortalité qui se rapprochent des groupes de population plus jeunes, notamment avec les programmes de réhabilitation accélérée ou avec les programmes de réhabilitation accélérée. En chirurgie d'urgence, dans la littérature, on a des taux de mortalité qui vont de 20 à 44%. Donc ça rend l'évaluation périopératoire et préopératoire notamment de ces patients primordiale. L'objectif de notre étude était donc de rechercher des facteurs prédictifs de mortalité à 30 jours dans un contexte de chirurgie colorectale en urgence chez des patients de 80 ans et plus. Bon, c'est une étude qui est rétrospective et monocentrique. On a inclus 111 patients donc, qui ont bénéficié d'un geste de résection colorectale en urgence entre janvier 2015 et décembre 2019. Donc concernant notre population, on remarque qu'elle est composée majoritairement de femmes, avec 61% de femmes. L'âge moyen était de 85,7 ans, ils allaient de 80 ans à 96 ans. 55% des patients provenaient du domicile, et parmi les 45% restants, on en avait 12% qui provenaient de services de réanimation et 22% qui étaient hospitalisés dans un autre service ou dans un centre externe. On remarque que la majorité des patients présentent un score ASA de 3 avec des comorbidités principalement cardiovasculaires et métaboliques. Les indications qui nous ont amenés à intervenir, donc on avait principalement la diverticulite compliquée pour 37%. Parmi ces diverticulites compliquées, un tiers était en occlusion avec des signes de gravité en amont et les 2 tiers étaient perforés. Ensuite venait le cancer colique, dont un tiers était perforé et 2 tiers en occlusion, et les colites ischémiques pour 28%. Donc on a réalisé la majorité de nos interventions en chirurgie ouverte avec un taux de laparotomie de 91%. L'intervention la plus représentée était la colectomie gauche avec 54 gestes, dont 49 étaient des interventions de Hartmann avec une colostomie terminale gauche. Venait ensuite la colectomie droite pour 27 interventions, dont 12 ont bénéficié d'une iléocolostomie. Concernant la morbidité, on retrouvait un taux de morbidité de 63%, toutes complications confondues, contre un taux estimé par le score Possum à 79% pour notre groupe de population, et 32,4% de complications majeures, donc de grade supérieur ou égal à 3. Parmi ces complications étiquetées majeures, on retrouvait 10 patients qui ont nécessité une reprise pour une complication post-opératoire. Donc on a eu 4 fistules anastomotiques notamment et 3 éviscérations parmi ces complications. Notre critère principal, la mortalité à 30 jours, était de 25,2%, ce qui est assez élevé, mais qui, pour des indications similaires, donc des chirurgies majoritairement ouvertes avec un geste de résection colorectale, est plutôt dans la fourchette basse de ce qu'on peut retrouver dans la littérature et inférieure légèrement à ce qu'on attendait avec l'estimation faite par le score Possum. On a comme cause de décès principale des patients qui sont étiquetés en choc septique ou choc mixte septique et inflammatoire réfractaire, ce qui correspond à ce que retrouvait Green et ses collègues dans sa série de 2013. Le suivi moyen de nos patients était de 23,6 mois, avec une survie à 1 an qui était à 57,7% et une survie à 3 ans de 47,8%. Concernant les facteurs prédictifs de mortalité à 30 jours, en analyse univariée, on retrouvait la cardiopathie valvulaire, le fait de provenir d'un service de réanimation, l'hypercréatininémie et l'hyperlactatémie, le fait d'avoir un sepsis à l'admission, le diagnostic de colite ischémique et le fait de mettre en place une iléostomie et un VAC en opératoire. Le domicile était un facteur protecteur vis-à-vis de la mortalité à 30 jours. En analyse multivariée, on a comme facteur prédictif de mortalité à 30 jours l'hypercréatininémie et l'hyperlactatémie qui ressortent, et le domicile qui ressort comme un facteur protecteur avec un odds ratio à 0,1. Nous avons tenté de déterminer, nous avons cherché à déterminer des seuils pour les 2 critères biologiques à l'aide de courbes ROG. Donc pour la créatinémie, on a retrouvé un seuil de 98 micromoles par litre. Lorsqu'on répète les analyses statistiques avec ce seuil, ça sort toujours comme un facteur prédictif indépendant de mortalité à 30 jours en analyse unie et multivariée avec un odds ratio à 3,94.
Pour les lactates, la courbe ROC était non contributive, donc on a gardé le seuil labo de 2 millimoles par litre. En conclusion, la conclusion de notre étude, c'était que l'hypercréatinémie et l'hyperlactatémie étaient des facteurs prédictifs de mortalité à 30 jours. Le fait de provenir de son domicile, un facteur protecteur. Et ce qu'on a retrouvé globalement dans la littérature et ce qu'on peut tirer comme conclusion également, c'est que l'âge ne doit pas être une contre-indication à une chirurgie en urgence colorectale, mais l'évaluation préopératoire du patient est fondamentale. Notre étude est limitée par son caractère rétrospectif et monocentrique avec un potentiel biais de recueil. Il serait intéressant de réaliser une étude prospective, multicentrique et éventuellement randomisée afin de déterminer un score de risque pour ce groupe de patients spécifiques, donc les octogénaires bénéficiant d'une chirurgie colorectale en urgence. Ça paraît tout de même assez compliqué à mettre en place dans un contexte de chirurgie d'urgence. Merci de votre attention. Alors, quand tu parles d'évaluation préopératoire, c'est quoi? Parce que tu es dans un contexte d'urgence, le malade, tu ne le connais pas forcément. Donc on aurait voulu plus déterminer un score de risque précis. Là, on a les scores ASA, on a utilisé le score POSSUM aussi, qui tente d'estimer la morbimortalité, mais qui a tendance à la surestimer dans notre étude et dans d'autres études qu'on peut retrouver dans la littérature. L'objectif, ce serait de déterminer un score de risque précis chez les octogénaires opérés en urgence afin de pouvoir statuer dans leur risque de morbimortalité post-opératoire. Alors, pas forcément pour contre-indiquer une intervention, mais plus pour pouvoir apporter une information honnête aux familles et aux proches des patients dans ce contexte. Est-ce que vous avez regardé le temps entre le moment où le patient arrive aux urgences et le geste? Parce que c'est des malades parfois qui ont des déséquilibres sur le bilan. On est tenté soit d'aller vite parce qu'on se dit chaque heure qui passe, ça aggrave les choses, ou de les préparer un peu, de les réhydrater, etc. Donc est-ce que vous avez pu regarder ça ou pas? Non, effectivement, on ne l'a pas regardé. C'est une donnée qu'on pourrait traiter ultérieurement. On a des collègues qui ont travaillé sur la colitis ischémique, qui ont effectivement mis en évidence un délai de prise en charge qui était... un retard de prise en charge qui était énorme entre l'arrivée aux urgences et la mise au bloc opératoire. Donc ce serait à explorer également. Est-ce qu'il y a des questions à la salle? Moi, si tu me permets un petit commentaire. D'abord, je trouve qu'il est quand même très favorable. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, finalement, que 25% de mortalité sur des gens âgés avec des maladies très graves. Une ischémie colique en occlusion à plus de 80 ans, arriver à sortir le patient, l'idée, c'est plutôt très rare. Et tu montres que c'est pas si rare que ça. Donc c'est plutôt très favorable. Et moi, finalement, tous ces scores, c'est très bien de les avoir, mais la question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire et finalement, est-ce qu'il faut montrer ça aux anesthésistes pour leur dire, aux réanimateurs, oui, prenez plutôt les patients en réa parce qu'ils ont quand même pas mal de chances de s'en sortir, ou finalement... les patients dits favorables, ça veut dire qu'il faut peut-être leur faire une chirurgie avec un peu plus de prévision de rétablissement de la continuité, parce que là, vous aviez un nombre de Hartmann majeur, et on peut le comprendre sur 80 ans en occlusion, mais finalement, quand la créate est normale et qu'on vient de la maison, peut-être qu'on peut faire une résection anastomose protégée. Et puis peut-être aussi, il y a un groupe de patients qui vaut peut-être mieux passer en réa avant d'opérer pour optimiser. C'est ce genre de choses que tu imagines qu'on peut faire avec ton travail? C'est des suites que tu peux voir? Ce genre de choses, éventuellement. C'est ce genre de choses. Je pense qu'il y a la place pour... les PHRC en chirurgie, purement chirurgicaux, il n'y en a pas beaucoup quand même. Je pense qu'il y aurait la place pour un PHRC, pour un circuit court chez les malades de plus de 80 ans qui arrivent aux urgences, pour qu'ils soient pris en charge, alors pas forcément opérés très vite, mais qu'ils soient pris en charge très rapidement pour être optimisés dans une fenêtre assez courte et être amenés au bloc opératoire et regarder ce qu'on gagne, parce que c'est des malades fragiles et c'est chez eux où il faut aller vite, mais pas vite forcément pour aller au bloc. Peut-être que la réponse, ça sera de dire oui, il faut quand même les amener au bloc très vite, mais il y a la place pour monter un essai comme ça, de dire voilà, on crée un circuit court aux urgences. Malade de plus de 80 ans qui arrive, il doit être vu très vite, déterminer la stratégie très vite, pour voir si on gagne quelque chose, à les optimiser ou pas, à les prendre en charge au bloc plus rapidement, ou au contraire de prendre le temps de les optimiser. C'est quelque chose qui est intéressant. Je pense que pour les tutelles, c'est la notion de circuit, de prise en charge, etc. Je pense que c'est quelque chose qui peut marcher, quoi.
Après, il faut l'écrire, il faut le monter. C'est toujours pareil. Merci beaucoup. Merci. On passe à la communication suivante. Alors, c'est Lucien Marot. C'est prédire la nécessité d'une prise en charge chirurgicale des occlusions du grêle sur bride sans critère de gravité. J'allais dire une connerie, j'allais dire c'est encore un truc d'urgence. Mais forcément, c'est la thématique. Alors bonjour à tous, je vais vous présenter une étude qui a été réalisée à l'hôpital Antoine Béclair et qui porte sur la description d'un score clinico-radiologique pour prédire le risque d'échec du traitement médical dans le syndrome occlusif du grêle sur bride qui est non compliqué. Donc on sait que le syndrome occlusif du grêle sur bride, c'est une urgence abdominale qui est très fréquente avec une morbimortalité élevée. On sait que là aussi la bride c'est la principale cause de l'occlusion d'intestin grêle dans plus de 50% des cas. Dans 20% des cas, ce syndrome occlusif du grêle sur bride il sera compliqué avec des signes de gravité cliniques ou radiologiques. Et dans ce cas-là, on ira au bloc opératoire. Et dans le reste des cas, on va le considérer non compliqué avec du coup une possibilité de traitement médical, mais un risque non négligeable d'échec jusqu'à 50% dans la littérature, avec donc une chirurgie qui sera retardée et une majoration de la morbimortalité. Le test à la gastrographine, il a une utilité controversée dans la littérature. Il permettrait de prédire le risque d'échec du traitement médical. Il aurait un rôle thérapeutique. Cependant, il y a une étude plus récente en 2017 qui est revenue, prospective française, qui est revenue sur ces conclusions. Dans la littérature, il existe des scores qui permettent de prédire la nécessité d'une chirurgie urgente à l'admission. Mais ces scores, ils concernent tous les types de syndrome occlusif et pas seulement du grêle et pas seulement ceux sur bride. Et enfin, ils ont été établis à partir de patients qui présentaient des signes de gravité clinique et radiologique classique, et donc nous on ne s'intéresse pas à ce genre de patients ici dans cette étude. Donc l'objectif de l'étude c'était d'identifier des facteurs clinico-radiologiques nouveaux qui étaient présents à l'admission du patient aux urgences et qui étaient prédictifs de l'échec du traitement médical du syndrome occlusif du grêle sur bride, initialement non compliqué selon les critères de gravité classiques qu'on connaît. Ensuite on a créé un score pour prédire, qui permettait de prédire la probabilité d'échec de ce traitement médical et pouvoir orienter la prise en charge initiale à l'admission. Donc c'est une étude rétrospective sur une période de 5 ans qui était monocentrique à l'hôpital Béclair. Les critères d'inclusion, donc c'était un syndrome occlusif du grêle sur bride qui était confirmé non compliqué selon les critères clinico-biologiques et radiologiques classiques. Ils sont mentionnés ci-dessous, je ne vous les mentionne pas tous. En revanche, le diamètre maximal de l'intestin grêle, l'engorgement mésentérique et l'épanchement de faible abondance, ce n'était pas considéré comme des critères de gravité ici. Les critères d'exclusion, c'était les occlusions du grêle qui étaient non adhérentielles, donc pas sur bride, les antécédents d'acide, une chirurgie dans les 6 semaines et évidemment des signes cliniques et radiologiques de gravité. Donc les patients avaient une tentative de traitement médical avec une mise à jeun et une aspiration gastrique pendant au moins 12 heures. Ensuite, on leur faisait un test à la gastrographine. En cas de succès, on pouvait retirer la sonde et poursuivre le traitement médical. Et en cas d'échec, soit on allait au bloc opératoire, soit on pouvait éventuellement poursuivre le traitement médical si le patient y tolérait bien cliniquement. Donc on a fait une analyse rétrospective des données cliniques, biologiques et radiologiques de notre base de données. On a fait une relecture systématique de tous les scanners avec recherche des signes de gravité classiques et mesure de différents diamètres. Le diamètre maximal de l'intestin grêle et les diamètres abdominaux verticaux et horizontaux au niveau de l'ombilic qui représentaient en fait la distension de la cavité abdominale. À partir de ces différents diamètres, on a calculé plusieurs ratios que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc on a analysé 2 groupes rétrospectivement, ceux qui avaient eu un succès du traitement médical et ceux qui avaient eu un échec de ce traitement médical. On a fait une analyse unie et multivariée pour identifier les facteurs présents à l'admission qui étaient associés à l'échec du traitement. On a créé notre score, qu'on a ensuite validé dans une cohorte indépendante sur une période de 2 ans, mais qui appartenait au même centre. Donc il y a 224 patients sur notre période de 5 ans qui sont présentés aux urgences avec un syndrome occlusif du grêle sur bride. Il y en a environ 24% qui ont été exclus parce qu'ils présentaient des signes de gravité d'emblée. On a au final inclus dans notre étude 171 donc patients avec un syndrome occlusif du grêle non compliqué sur bride. Il y en a environ 60% qui ont eu un succès et 40% qui ont eu un échec. Au niveau des caractéristiques des patients, il y a, dans le groupe échec du traitement médical, les patients étaient significativement plus âgés.
Sinon, il n'y a pas de différence sur le reste. Ils avaient plus significativement plus de comorbidités, en particulier plus de maladies neurodégénératives. Tout ça c'était reflété par l'index de comorbidité de Charlson ajusté à l'âge qui était également supérieur dans le groupe échec du traitement médical. Et enfin, les patients ils étaient plus souvent sous antiagrégants et sous anticoagulants. Concernant les caractéristiques radiologiques, les patients qui avaient eu un échec du traitement médical, le diamètre du intégral était significativement supérieur. En revanche, il y avait moins de faeces sign, mais ça, c'est pas étonnant car c'est un critère classique protecteur. Il y avait plus d'obstruction distale, donc iléale, dans le groupe échec du traitement médical. Et enfin, notre ratio diamètre maximal de l'intestin grêle dilaté sur diamètre maximal intra-abdominal vertical, il était aussi plus élevé dans le groupe échec du traitement médical, ce qui veut dire qu'en fait, dans ce groupe, il y avait plus souvent des patients qui avaient une dilatation majeure de l'intestin grêle et avec une faible compliance abdominale. En analyse multivariée, il y avait 3 facteurs qui sortaient d'échec du traitement médical. C'était l'index de Charlson ajusté à l'âge supérieur ou égal à 4, une obstruction intestinale distale au niveau de l'iléon et un ratio diamètre maximum de l'intestin grêle sur diamètre abdominal vertical supérieur à environ 30%. Ensuite, on a créé notre score compris entre 0 et 3, incluant ces 3 variables. Donc, vous avez 1 point par variable. Dans notre corps de l'étude qui comporte 171 patients, on voit que le taux de chirurgie est significativement influencé par le score, avec un taux qui va de 20% de chirurgie à 70% pour un score qui va de 0 à 3. Ensuite, dans notre corps de validation de 72 patients, le score se comporte de la même manière. Et enfin, on a fait une analyse de sous-groupe chez les patients qui ont eu une aspiration gastrique supérieure à 24 heures, parce que dans la littérature, la plupart des auteurs, ils recommandent au moins 24 heures d'aspiration gastrique, et nous, dans notre étude, ce n'était pas toujours le cas, donc on a voulu valider notre score dans cette sous-population, et c'était le cas. Le taux de chirurgie était significativement influencé par notre score. Voici la courbe ROC du score, donc le cut-off optimal, c'était supérieur ou égal à 2. Pour cette valeur, on avait une sensibilité de 75%, une spécificité de 57%. Donc en conclusion, notre score, c'est un score simple, facile à évaluer à l'admission d'un patient aux urgences, qui repose sur 3 critères. L'index de comorbidité de Charlson ajusté à l'âge supérieur ou égal à 4, la localisation idéale de l'obstruction intestinale et notre ratio diamètre maximal de l'intestin grêle dilaté sur diamètre vertical intra-abdominal supérieur à 30%. Donc notre score, il aiderait à l'optimisation thérapeutique des patients qui se présentent aux urgences avec un syndrome occlusif du grêle sur bride initialement non compliqué. Et donc on pourrait à ce moment-là sectionner mieux les patients pour encourager une chirurgie précoce en cas de score élevé, c'est-à-dire supérieur ou égal à 2. Les limites, évidemment, c'est que c'est une analyse rétrospective et qu'elle est monocentrique et qu'on a validé notre score dans une population différente, mais qui faisait partie du même centre, du même hôpital. Donc c'est pour ça qu'il faudrait confirmer l'intérêt de notre score dans d'autres populations de patients. Voilà, je vous remercie. Alors merci pour ce travail intéressant et important sur une question qui est une question du quotidien pour les chirurgiens et pas réglée. Donc ça fait quand même partie des questions majeures de la chirurgie d'urgence du quotidien. Là, vous apportez une réponse. Alors, il y a pas mal, j'imagine, de commentaires. Moi, le premier que je fais, c'est vous n'avez pas utilisé des critères qui sont maintenant assez bien établis, comme la PCT ou l'évolution des lactates pour choisir les patients dans votre étude. Parce qu'en fait, au moment de l'étude, donc sur la période de 5 ans, la PCT, elle n'était pas systématiquement dosée aux urgences, donc on ne l'avait pas à la donner pour tous les patients. Et comme on sait qu'il y a un PHRC en cours pour valider vraiment, on a préféré pas le prendre. Ok. Après, sur le côté, c'est peut-être lié à l'étude, au caractère rétrospectif, mais ce qui fait au quotidien, en général, le choix d'une chirurgie, c'est aussi l'évolution de la douleur, quoi, le caractère douleur continue ou non, sédation de la douleur. C'est parce que c'était impossible à avoir en rétrospectif ou c'est que ça vous... C'est quand on a repris tous les dossiers, c'est sûr que c'était pas toujours facile de savoir exactement l'évolution clinique du malade, des urgences jusque dans le service de chirurgie, etc.
Le score, vous l'établissiez au moment où le patient arrive aux urgences. Voilà, Il est pris en exactement. charge aux urgences. S'il ne présente pas de signe de gravité classique. Voilà. Donc là, le scanner est fait là systématiquement, vous établissez le score. Est-ce que vous avez regardé l'évolution du score ou pas du tout? C'est-à-dire le malade qui arrive qui est à 1 et le lendemain il est à 3 parce que vous refaites le scan ou autre. Non, non, on n'a pas fait ça. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Moi, sur le choix des critères radiologiques, ce critère diamètre de l'intestin, diamètre antéro-postérieur de l'abdomen, j'imagine c'est de la partie viscérale de l'abdomen. Hein, c'est quelque chose que vous avez créé. Moi, je ne connaissais pas on a fait l'hypothèse que chez les patients qui présentent une dilatation majeure intestin grêle mais une faible compliance abdominale, on a sûrement une pression intra-abdominale plus importante, donc forcément une pression sur le mésentère et l'intestin grêle qui sera plus importante et donc forcément plus d'ischémie et une moins bonne tolérance du traitement médical. Et qu'est-ce qui vous laisse croire que ce critère diamètre antéro-postérieur sur latéral, c'est un rapport avec la compliance en fait? Parce qu'on s'est dit qu'un patient qui a au moment du scanner, qui a un abdomen qui est un peu dilaté au niveau de ses parois, on s'est dit que forcément, par rapport à quelqu'un qui a une plus grosse dilatation, il y avait une impression intra-abdominale plus importante. D'accord, mais ça dépend un peu. Ça Ouais, dépend un peu du morphotype voilà, de l'abdomen avant. Qui... C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi des gens qui ont l'abdomen qui part un peu vers l'avant et d'autres qui sont plus étalés, quoi. Après, on s'est dit, surtout chez les patients qui ont un abdomen multi-opéré, qui ont eu des stomies ou qui ont, par exemple, une graisse abdominale assez importante et qui ont une faible distension, on peut se dire que ces patients-là vont moins bien tolérer. Mais c'était notre hypothèse. Okay. En tout cas, c'est intéressant, hein, cette question-là. Oui, on a une remarque, une question? Merci. Et la mesure des diamètres, vous la faites avant la pose de la sonde gastrique ou après? Je ne saurais pas vous répondre. Je ne sais pas. Au moment où on fait le scanner, on espère qu'il a été fait après la pose de la sonde gastrique, mais ce n'est pas toujours le cas quand même. C'est vrai que je ne saurais pas vous dire là. On n'a pas regardé. Après, on pourrait réfléchir à encore d'autres critères, comme le ratio grêle dilaté, grêle plat aussi. Hein, c'est vrai qu'on peut... pourrait être pas inintéressant, ou la mesure justement du gras intra-abdominal, mais c'est intéressant. Après, on voit quand même aussi des limites c'est de passer un peu vite, mais la valeur prédictive positive d'un score supérieur à 2, elle est que de 50% quand même. C'est quand même un peu modeste pour aller au bloc, juste sur ce critère-là quand même. Après, c'est un outil parmi d'autres pour faire pencher à balance. De toute façon, c'est une question non résolue et il y a plein d'interrogations. Donc moi, je trouve que c'est une façon intéressante et intelligente d'essayer d'y répondre. Hein. Donc on peut que vous féliciter et vous encourager. Si vous voulez trouver d'autres équipes pour partager avec vous les dossiers. J'imagine qu'il y aura plein de gens qui seront intéressés, quoi. Parfait, merci beaucoup. Merci. Et on continue avec Madi Bouassida pour ischémie intestinale dans les hernies de laine étranglées, établissement et validation d'un score. Bonjour à toutes et à tous, je suis Hazem Beji, interne en chirurgie au service de chirurgie de Nabeul en Tunisie. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui la communication intitulée Ischémie intestinale dans les hernies de laine étranglées, établissement et validation d'un score. D'accord. Donc, les hernies de laine étranglées constituent une urgence diagnostique et thérapeutique, vu le risque d'ischémie intestinale. La fréquence de l'ischémie au cours de l'étranglement hernière varie de 25 à 50%. Le risque de nécrose intestinale est évalué à 15%. La réduction manuelle qui a été longtemps proscrite est une alternative thérapeutique au traitement chirurgical, surtout à cette ère de Covid-19. Les critères de sélection des malades ne sont pas très clairs, d'où l'objectif de ce travail. Donc, l'objectif, c'est d'établir un score hautement spécifique et sensible d'ischémie intestinale qui permettra de guider un traitement chirurgical en extrême urgence. Donc, nous avons mené une étude bicentrique rétrospective
colligeant 335 patients ayant une hernie de l'aine étranglée, opérés dans 2 services, au service de chirurgie de Nabeul et au service de chirurgie de l'hôpital Charles-Nicolle de Tunis. Nous avons établi des facteurs prédictifs d'ischémie en études unies puis multivariées. Nous avons transformé les odds ratios en points et nous avons évalué le pouvoir prédictif du score par l'aire sur la courbe. Donc, nous avons établi 3 groupes de patients, un groupe à faible risque d'ischémie, un groupe à haut risque d'ischémie et un groupe à risque moyen. Le score a été ensuite prospectivement validé sur une deuxième population de 45 patients opérés dans les mêmes établissements. Donc, nous avons noté une nette prédominance masculine avec un sexe ratio à 4. La moyenne d'âge des patients était égale à 61 ans. Le délai de consultation moyen était de 19 heures. La hernie était inguinale chez 73% des cas et crurale chez 26% des patients. Donc, 335 patients ont été opérés. Il y avait une ischémie intestinale chez 21% des cas. L'ischémie était réversible chez 12% des cas. Irréversible 9%. Il y avait une perforation chez 3% des patients. On a fait une résection avec anastomose chez 25 patients, soit 7% des cas. Et nous avons réalisé une résection avec stomie chez 6 patients. Les patients qui avaient une ischémie intestinale avaient présenté un taux de morbidité plus important et une durée d'hospitalisation plus longue. L'analyse unie puis multivariée a permis de retenir 4 facteurs prédictifs d'ischémie indépendants, qui sont la fréquence cardiaque, la durée d'évolution des symptômes avant la consultation, le taux de prothrombine et le rapport neutrophile sur lymphocyte, le NLR. Donc, nous avons, selon le mode de régression logistique, attribué un coefficient à chacune des variables. La fréquence cardiaque supérieure à 82,5 battements par minute, 1 point. L'évolution des symptômes supérieure à 8h30, 1 point. Le TP inférieur à 94,5%, 1 point. Et le rapport neutrophile sur lymphocyte supérieur à 5,32, 2 points. Le score prédictif d'ischémie variait de 0 à 5 points. Ceci est la courbe ROC qui montre la valeur prédictive du risque d'ischémie de notre score. Pour une valeur seuil de 2,5, la sensibilité était de 94%, la spécificité était de 92% et l'aire sous la courbe était de 0,97. Les patients ont ensuite été divisés en 3 groupes selon la probabilité d'ischémie intestinale. Un groupe à probabilité élevée avec un score supérieur ou égal à 4 points, avec une valeur prédictive positive à 96%. Un groupe à probabilité intermédiaire d'ischémie avec un score de 2 à 3 et une valeur prédictive positive à 22%. Un groupe à probabilité faible avec un score inférieur ou égal à 1 point et une valeur prédictive positive qui est de 0,56%. Ceci est la courbe ROC de la capacité du score à prédire l'ischémie intestinale dans la population de la validation interne, donc menée sur 45 patients. Pour le groupe à probabilité élevée d'ischémie, nous avions une valeur prédictive positive de 100%. Et pour le groupe à probabilité faible d'ischémie, nous avions une valeur prédictive positive à 0%. Donc, les 4 facteurs indépendants prédictifs d'ischémie qu'on a retenus étaient la fréquence cardiaque, la durée d'évolution des symptômes avant l'admission, le TP et le rapport neutrophile sur lymphocyte. À cette date, le diagnostic préopératoire de l'ischémie intestinale ne peut être confirmé par aucun paramètre. Nous présentons le premier travail qui tente d'établir un score clinico-biologique pour prédire l'ischémie intestinale au cours des hernies de l'aine étranglées. Nous considérons que c'est un score hautement spécifique et sensible pour prédire l'ischémie intestinale, avec une spécificité de 92% et une sensibilité de 94%.
Donc, la complication majeure redoutée au cours des hernies de laine étranglées est la nécrose intestinale, qui est observée chez 15% des patients. L'ischémie intestinale, qui est le critère le plus important à déterminer chez les patients admis pour une hernie de laine étranglée. L'ischémie doit être rapidement reconnue et traitée, vu qu'elle peut être réversible. 42 cas dans notre étude. Donc, les patients ayant une ischémie intestinale doivent être prioritaires à la chirurgie. Aujourd'hui, compte tenu de la pandémie Covid-19, certains auteurs, notamment américains, avaient considéré que la réduction hernière, le Taxis, soit analgésie ou la sédation, est une option considérable. Donc, l'utilité de notre score était principalement de sélectionner les patients qui présentent un haut risque d'ischémie intestinale et donc de contre-indiquer toute manœuvre de réduction chez ces patients. D'autres travaux avaient trouvé une différence statistiquement significative entre l'ischémie intestinale et la durée d'évolution des symptômes, le TP et le rapport neutrophile sur lymphocytes. Nous avons proposé et validé un score clinico-biologique qui permet de prédire l'ischémie intestinale au cours des hernies de laine étranglées. L'association entre le score et l'ischémie intestinale est fortement prédictive, avec une R sous la courbe égale à 0,97. Notre travail trouve son intérêt surtout chez les patients à haut ou à faible risque d'ischémie intestinale. Donc, pour conclure, nous avons retenu 4 facteurs indépendants d'ischémie intestinale chez les patients opérés pour une hernie de laine étranglée, qui sont la fréquence cardiaque, la durée d'évolution des symptômes, le TP et le rapport neutrophile sur lymphocytes, qui avait le plus important odds ratio. Ce score est fiable et reproductible. Il permet surtout de prioriser les patients ayant une ischémie intestinale, vu que cette complication est réversible, évitant alors la nécrose intestinale. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir et de nous présenter cette belle série. Plus de 300 patients opérés en urgence. C'est une des grosses séries, à mon avis. C'est la plus grosse série de hernies de laine étranglée. Ça s'est étendu de 2004 à 2019, sur 16 ans. Ça se voit, un travail considérable. On voit qu'en fait, la fréquence de l'ischémie, elle est quand même vraiment importante. Moi, j'avoue que je ne comprenais pas bien. J'ai compris à la fin, en fait, le sens de la question que vous posez, parce que pour moi, hernie étranglée, on opère, et finalement, la question de l'ischémie, c'est pas une question tellement préopératoire, parce qu'on s'en rend compte au moment de la chirurgie, mais c'est vrai que j'avais pas pensé qu'il y avait la problématique du Covid qui rentrait en ligne de compte, et puis je crois que la Tunisie a été vraiment très touchée. Je ne sais pas si elle est encore fortement impactée, mais c'est vrai que c'est une question qui se rajoute maintenant. Oui. Maintenant, on est moins impacté. En fait, c'est l'idée du Taxis ou de la réduction qui était anciennement proscrite, a été décrite par des Américains. L'objectif, c'était surtout de diminuer les complications post-opératoires chez des patients multitarés, âgés. Donc, chez les patients où il n'y avait aucun facteur prédictif d'ischémie, on tentait la réduction manuelle sous sédation, par exemple, et ça permettait d'éviter les complications post-opératoires chez des patients multitarés qui ne sont pas préparés à la chirurgie. Qu'est-ce que vous feriez si on imagine que l'épidémie disparaisse, on revient dans une situation standard? Est-ce que vous allez vous servir de votre score en disant voilà, on va s'en servir pour plutôt faire une réduction ou plutôt opérer les patients, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous ne réservez qu'en situation où les urgences sont saturées, si c'est compliqué, le malade il est fragile, on ne veut pas l'endormir, etc. Donc est-ce que vous allez vous en servir ou pas? Oui, on va nous en servir. Et l'objectif, c'est surtout de prioriser des patients. C'est-à-dire si on a 2 urgences au même temps et qu'on a une hernie de laine étranglée, si on n'a aucun facteur prédictif d'ischémie, donc on peut tenter la réduction. Si la réduction a échoué, on va opérer le patient, pas en extrême urgence. Si la réduction a marché, on pourra différer le traitement. J'ai une question très pratique. Un des facteurs, c'est la durée d'évolution des symptômes. Est-ce que vous l'avez compté comme une variable continue ou vous avez fait un seuil et vous pouvez nous dire justement
quel est le seuil qui, en pratique, nous permet de décider justement de faire ces manœuvres de réduction? Pour le score, nous avons retenu le seuil de 8h30. Dans la littérature, on parlait généralement des 6 heures. Ouais, souvent, c'est ça l'ischémie intestinale. Oui, l'ischémie intestinale, c'est surtout... il y a toujours la notion des 6 heures pour l'ischémie intestinale, mais nous avons retenu les 8h30. C'était ce qui était le plus discriminant dans votre série, c'est ça? Oui, d'accord. Avec le rapport neutrophile sur lymphocyte. Oui, mais ce délai-là, c'était le délai qui était intéressant pour... c'est celui qui donnait la meilleure efficacité de ce critère. Oui, quoi. D'accord. Et réduction, combien de temps de surveillance après? La réduction, après la réduction, on doit hospitaliser le patient. On va l'admettre, on va le surveiller cliniquement avec la température, l'examen de l'abdomen, et on va programmer la chirurgie à froid. On va programmer une chirurgie avec mise en place d'une prothèse. Mais vous allez le garder 24 heures, 48 heures. Qu'est-ce que vous donnez comme délai pour dire, bon voilà, maintenant il va bien, on va le laisser sortir et on... Le temps qu'il ait son OKAG, le temps qu'il soit prêt pour la chirurgie est faite dans le même temps, fait dans la même hospitalisation. Oui, vous réduisez, vous passez cette période et vous l'opérez dans la foulée. Oui, il ne sort pas à la maison. Oui, ça va être durant la même hospitalisation. Oui. Okay. Il y avait une question ou une remarque? Merci pour ce sujet intéressant. Je trouve que c'est d'autant plus intéressant que, par exemple, pour moi, la question de la plastie en urgence contre les risques liés à la plastie en urgence et par opposition à la RAFI qui est source de récidive, mais pas forcément plus saine en termes septiques. Ça peut être intéressant de pouvoir, par exemple, un patient étranglé, s'il a un faible risque d'ischémie, de le réduire par taxis, de le reconvoquer, de programmer rapidement une intervention en urgence différée pour pouvoir mettre une plastie. Je pense que ça peut être intéressant à creuser. Et donc, pas dans le même contexte, je me disais, est-ce que vous vous étiez intéressé dans les hernies inguinales? Je pense que les hernies crurales sont un peu plus susceptibles que une hernie inguinale à un large collet chez un monsieur qui traîne ses hernies depuis. Est-ce que vous avez fait la part entre les délais dans une hernie crurale? Non, mais les hernies crurales, en théorie, plusieurs études ont décrit qu'elles sont aussi pourvoyeuses de complications, que les hernies crurales, les patients opérés pour une hernie crurale ont plus de chances de développer des complications post-opératoires que les patients opérés pour une hernie inguinale. Mais vous l'aviez rentré dans votre modèle, ça, crural versus inguinal, ça sort pas? Non, on n'a pas essayé de dissocier les hernies crurales des hernies inguinales. Oui. Je pense qu'il peut y avoir un petit biais. Oui. Parce qu'une hernie crurale étranglée depuis 8 heures de temps, par rapport à... je pense que même en 1 heure de temps, on peut avoir des lésions assez poussées par rapport à... Bon, bref. Et la deuxième question, c'était est-ce que vous aviez, pareil, évalué les lactates? C'est assez sensible. Non, nous n'avons pas pu évaluer les lactates vu... on les a fait chez certains patients, mais ça n'a pas été fait chez tous les patients. Donc, on n'a pas évalué ce critère. C'était tout. Bien sûr. En tout cas, c'est vraiment une belle série et sur lequel, j'imagine, il y a d'autres travaux possibles sur la place de la prothèse. Enfin, oui. On imagine que vous allez tirer profit de cette large série. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on est pile poil à l'heure, donc on va clôturer la session puisque ça s'enchaîne dans d'autres salles. Merci à tous et merci aux orateurs.